Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'Alter Ego, l'émission qui donne la parole aux femmes leaders et aux hommes alliés. Vous découvrirez comment, face à un grand nombre de défis du 21e siècle, de nouvelles formes de leadership féminin sont en train d'émerger avec des stratégies d'alliance puissantes. Nous n'avons pas encore assez de représentation de ce leadership féminin réinventé et de la manière dont il se concrétise en entreprise, dans les communautés et dans les réseaux. Tous les mois, avec Alter Ego, nous souhaitons vous faire découvrir cette nouvelle vision du leadership, mettre en lumière les parcours de ces femmes et de ces hommes alliés, ce qui les guide, ce qui les inspire, ce qui leur tient à cœur, qu'elles soient en politique, en entrepreneuriat, sportive, artiste ou scientifique. Et aujourd'hui, nous recevons Priscilla Ludowski. Bonjour Priscilla. Bonjour. Alors vous êtes militante, vous conseillez, vous accompagnez d'autres militants, les ONG, les associations dans leur campagne de mobilisation citoyenne. Soyez la bienvenue. Merci. Priscilla, vous avez bien entendu, j'imagine que tout ce que on a envie d'entendre, c'est ce grand parcours et puis cette surexposition. Ben nous, on va faire le contraire et on va aller se centrer sur vous, Priscilla. Avant d'être médiatisée, avant d'être aussi connue, avant d'être cette femme engagée, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre enfance, à quoi est-ce qu'elle a ressemblé, dans quel contexte vous avez grandi, quelles sont vos origines? Alors moi je suis originaire de la Martinique et j'ai grandi, je suis née dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, très petite. On a déménagé dans le 95, j'ai grandi du coup, j'ai fait ma scolarité, la majorité de ma scolarité dans le 95, à Villers-le-Bel, à Sarcelles. Et donc, pas mal imprégné de ce qui peut se faire en banlieue, parce qu'on entend souvent qu'il se passe en banlieue. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et puis, dans différents quartiers aussi, j'ai beaucoup bougé. J'ai grandi aussi à Goussainville. Puis ensuite, pas mal d'allers-retours entre Aulnay-sous-Bois. Et puis ensuite, pour un atterrissage plutôt en Seine-et-Marne, où je vis actuellement. Et puis ça a beaucoup été... des allers-retours entre ces différents quartiers tout au long de mon enfance et tout au long de ma scolarité. Donc, cette banlieue, finalement, a déjà été un terreau, un observatoire, avec des situations de vie familiale, des situations peut-être au niveau aussi professionnel que vous avez observé. Vous avez grandi dans cet environnement-là. Quelles étaient les valeurs qui vous ont été transmises par vos parents? Je pense qu'à leur arrivée à Paris, parce que les deux étaient donc en Martinique et sont venus comme la plupart des gens qui venaient des Outre-mer pour travailler principalement, et en plus principalement dans la fonction publique. Donc ça a été un peu le chemin tracé, le conseil des parents de ce qui leur semblait être la sécurité de travailler dans la fonction publique. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, mais j'ai senti cette forte pression, et aussi due à une histoire et due à ce sentiment d'insécurité qu'on peut avoir lorsqu'on quitte son pays ou son île, quoi. De se dire, mais qu'est-ce qui nous attend? Et quand on trouve un travail, il faut qu'on le garde jusqu'au bout, et surtout pas qu'on se reconvertisse. Enfin, voilà, tous ces conseils-là. Et des valeurs aussi de partage, parce que voilà, j'ai quand même des frères et sœurs, des familles nombreuses. On était dans la même tour. Enfin, parfois je parle des banlieues, je dis qu'on nous parque dans des tours. Quand ils sont arrivés, on était dans une tour au 16e étage, avec la famille dans l'immeuble. Voilà, donc c'est aussi les valeurs de famille, de partage, et puis après être assidu à l'école, voilà, s'assurer qu'on a des bonnes notes, enfin voilà, grandir dans toutes ces types de valeurs là. Est-ce qu'il y a des épisodes de cette période qui sont un peu comme un leitmotiv qui vous accompagne qui accompagne la femme, j'allais dire, d'aujourd'hui? C'est plusieurs choses. Le fait de bouger régulièrement, déjà, c'était voilà, moi j'ai pas vécu ça de manière très sereine étant plus jeune. Parce que quand on est jeune, le fait de se faire des amis d'un côté puis de recommencer après les déménagements successifs, voilà, le manque de stabilité. À un moment donné, il y a eu des périodes de stabilité, et puis après beaucoup de mouvements. Donc ça, je pense, voilà, ça m'a marqué. Le fait de pas pouvoir avoir une sécurité financière à tout moment fait que j'ai grandi en me disant, il faut absolument que j'évite ça plus tard. Donc ça, c'est du coup le fait de la stabilité, la sécurité. Voilà, je me suis dit, ça c'est quelque chose que je veux atteindre plus tard. Et puis après, ayant fait pas mal d'allers-retours dans les Outre-mer, puisque avec donc les bonifiés tous les 3 ans, on pouvait y aller. Autrement, je pense pas qu'on aurait les moyens d'y aller, et de voir aussi la vie chère là-bas, ça m'a quand même assez choqué. Très jeune, on s'en rend pas compte, mais après, plus tard, quand j'y suis retournée en étant un peu plus âgée, adolescente, là, on se rend compte que il y a une vraie différence, et ça m'a aussi beaucoup marqué.
jusqu'au mouvement qui est né là-bas en 2009, justement sur le sujet de la vie chère et qui en plus partait aussi de la taxe, enfin en tout cas du prix de l'essence. Et ça m'a marqué. Voilà, c'est la vie en banlieue aussi m'a marqué. La précarité, le fait d'arriver au 5 du mois, au 10 du mois, de plus rien avoir dans le frigo, ça j'ai beaucoup vécu avec ma mère parce que mes parents sont divorcés. Donc oui. le fait d'avoir après vécu avec ma mère, même si on a des soutiens financiers par ailleurs, ça ne changeait rien au fait qu'arrivé à un certain moment dans le mois, on n'avait plus rien, quoi. Donc en fait, on s'organisait entre nous, frères et sœurs. Qu'est-ce que toi t'amènes, qu'est-ce que moi j'amène. Quand j'ai eu mon premier boulot, c'est contribuer à payer les factures. Donc tout ça, ça forge. Donc, et on se rend compte que voilà, c'est donc une grosse valeur de solidarité aussi, quoi. Alors là, on retrouve un peu finalement les racines de ce qui va être un peu les fondements, les racines et les fondements de votre engagement, ce à quoi vous êtes très sensible. Une partie est dans votre histoire de vie et une autre l'est aussi avec les différentes rencontres que vous allez faire. Et chez vous, il y a cette notion d'engagement qui est très forte, et c'est ce que j'ai appelé un peu les expressions plurielles de ces engagements. Vous avez quand même une force de conviction qui est très forte parce que sur la base d'une pétition, vous réussissez à mobiliser. Et alors racontez-nous un petit peu cette histoire parce que derrière cette pétition, il y a eu tout un mouvement qui a été engagé. Ouais, j'avais déjà lancé des pétitions avant. Mais j'avoue que c'était très timide. Je me suis pas vu mobiliser les gens plus que en dehors de l'entourage. Donc du coup, voilà, les gens étaient autour de moi plutôt d'accord avec ce que j'avais indiqué. C'était différents sujets. Hein. J'ai pas parlé de l'éducation tout à l'heure dans mon parcours scolaire où j'avais déjà l'impression que, ayant vécu en banlieue, je constatais qu'on n'avait pas forcément les mêmes chances que d'autres. Où je voyais autour de moi. Enfin, moi, je suis assez révoltée par le sujet de l'orientation. Oui. Qu'on impose très jeune à des jeunes élèves qui finalement ne savent pas ce que ça peut impliquer dans leur évolution. Exactement. Plus tard, et puis sans connaissance de ce qu'est la société. Et de son fonctionnement. Et du coup, c'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué. Donc j'avais lancé une pétition au sujet de l'éducation et puis d'autres sur d'autres sujets. Et celle-ci, la différence, et je pense c'est le moment à laquelle elle a été faite. C'est-à-dire j'étais dans un moment de reconversion professionnelle. Je savais que je voulais pas faire éternellement ce métier. Je travaillais dans une banque en tant que rédactrice. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte et de travailler à connaître mieux les huiles essentielles, d'abord dans le soin cosmétique et puis après dans le soin au niveau de la santé, quoi. Et dans le soin médical. Et donc j'ai l'impression que lorsqu'on se donne plus le temps pour savoir ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, avec qui, mais que ça nous laisse tout simplement du temps pour réfléchir et pour vivre et vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Et à ce moment-là, je pense que les différents questionnements que j'avais sur la vie chère, le pourquoi des difficultés des gens, etc., m'a mené à me poser la question à ce moment-là sur l'augmentation du prix de l'essence. Ça aurait pu être autre chose, mais c'était en tout cas... une convergence et puis voilà un contexte aussi qui était propice. Exactement. À ce moment-là, ça augmentait successivement et je me posais la question. Et donc, en fait, des formations professionnelles, comme je suis rédactrice de métier, j'ai posé la question en écrivant cette pétition. Et on pourrait se dire pourquoi je suis pas allée voir les élus locaux. J'ai pas l'impression que c'est une démarche naturelle que d'aller taper à la porte de son maire, ou alors c'est moi qui suis pas sensible à ce type de démarche. Et puis le fait que j'ai beaucoup bougé fait que j'ai pas d'ancrage. Absolument. Aussi, et cette habitude-là, elle m'est pas venue. Et donc du coup, enfin cette démarche-là m'est pas venue, et donc je me suis adressée directement à un ministre, donc qui était à l'époque Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, et où je posais la question de pourquoi le prix de l'essence augmente. Pourquoi nous sommes taxés? Parce que je découvrais au fur et à mesure que à l'envers du décor. Voilà, c'est ça. Ça finance pas vraiment ce que c'est censé financer. Donc c'est détourné. Donc il y a un gros sujet quand même de transparence et de détournement de fonds publics. Ensuite, que la proportion des taxes est telle que je me posais la question, mais qu'est-ce que ça finance? Pourquoi? Et pourquoi il y a 2 taxes? Enfin voilà, tout ce cheminement-là m'a mené à poser la question sur la pétition. Et là, j'ai décidé de dépasser la sphère amicale, familiale, professionnelle, et de taper à la porte des médias. Donc c'est ce que j'ai fait à la fin de l'été. Avant la fin de l'été, j'ai tapé à la porte de tous les médias, je crois. Donc radio, télé, c'était pas facile, répéter les mêmes choses, écrire dans les formulaires, des sites internet des médias, etc. Donc je croyais vraiment pas que ça allait mordre, honnêtement. Alors, je vais juste prendre une seconde parce que là, vous êtes en train de donner la démarche un peu, mais ça exige une forme de courage, une forme de volonté d'aller jusqu'au bout, de dépasser un petit peu les a priori ou les croyances qui peuvent limiter dans la démarche, et vous êtes passé outre. Ouais.
Je me pose encore la question de comment j'ai osé faire ça, en fait. Peut-être parce que je ne pensais pas que ça allait mordre aussi, de se dire non mais ça va, personne va m'écouter de toute façon, hein, elle sort de nulle part. Il y a des tonnes de pétitions, il y a ça aussi, parce que je signais des pétitions aussi. Oui. On reçoit des notifications, on voit un peu, parce que je signais les pétitions, notamment d'une femme qui avait lancé une pétition sur la composition des serviettes hygiéniques. Oui. Et en fait, c'est quelque chose que je suivais pas mal, et je me souviens que je recevais les notifications de l'avancée. Ça m'avait beaucoup marqué de voir que on savait comment ça avançait, on avait la possibilité d'informer les gens, et donc du coup sur cette plateforme change.org, je me suis dit bon ben c'est sur ça que je vais lancer parce que je suis familière du site. D'accord. Et je vais informer les gens de mes démarches. Et ça me donne un peu de courage de dire qu'on n'est pas tout seul. Il y a peut-être 500, 1000 personnes qui suivent un peu vos démarches, et ça vous donne un peu de force, je trouve, d'énergie. C'est ça. Et donc, fort de cette énergie, fort de cette force et de ce soutien qui, dans un premier temps, est invisible, on arrive à la deuxième étape. Ouais, médiatique. La partie médiatique. C'est ça. Et de l'importance aussi des médias indépendants, oui. ou en tout cas de proximité, parce que c'est d'abord un média local, départemental, qui m'a ouvert sa porte. Et là, en fait, on se dit, bon, bah, ok, là, en fait, on va s'adresser à beaucoup plus de monde que les gens qui ont signé. Et là, je pense que là, faut s'armer de courage aussi, et de se dire, et puis aussi, non pas seulement parce que on se dit qu'on a peut-être raison, parce qu'il y a aussi cette question de légitimité, et puis cette question de cohérence, et de se dire, mais est-ce que vraiment ce que je dis a du sens? Et le fait que les gens signent me conforter dans l'idée de se dire, mais en fait, ouais, j'ai peut-être pas tout à fait tort sur ce que j'ai écrit. Et après, va falloir l'argumenter. Ça, c'est plus difficile. Quand on arrive en radio, quand on se dit bon bah en fait il y a des auditeurs qui vous écoutent, et en fait il va falloir les convaincre. Puis ils sont susceptibles aussi d'appeler, parce que parfois on fait appeler des auditeurs qui peuvent vous confronter tout de suite. Donc ça a été une première épreuve qui s'est pas mal passée, mais ça a été une grosse étape personnelle, et puis j'avais jamais fait ça surtout. Ah oui. Donc une bascule, et là vous découvrez le talent oratoire, le talent organisationnel. Ou pas, on sait pas à ce moment-là. À ce moment-là on se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je serai audible, est-ce qu'on va me comprendre? Et ouais, du coup je me dis que ouais ça va, j'étais plutôt à l'aise à ce moment présent. Et on arrive au mouvement des Gilets jaunes. Ouais, entre-temps, bah en fait, cette porte locale m'a ouvert la porte nationale. Là, il y a eu les médias, la presse écrite, pardon, et puis après la télé. Et là, c'est encore deux autres épreuves. La presse écrite, c'est prendre du temps avec des journalistes pour expliquer la démarche. Là, on est beaucoup plus à l'aise parce qu'en fait, on a du temps. Oui. Et puis, mais on s'imagine pas que l'impact que va avoir la publication. Absolument. Voilà. Et effectivement, lorsque ça a été publié, là, les signatures ont explosé. Et il a fallu là passer un autre cap qui a été celui du passage télé, où là, on a en face des gens qui sont pas d'accord, et foncièrement sont invités parce qu'ils sont pas d'accord. Donc ça, on est sur la base de la confrontation. Exactement. Donc c'est comment je tiens et je continue à véhiculer mon idée avec la conviction qui est réelle, avec l'appui de ceux qui ne peuvent pas être avec moi sur un plateau. Et alors comment vous vous y prenez à ce moment-là? Comment vous vous sentez? Là, je me dis ça va être un gros challenge, mais ma fille t'a poussé la porte, tu vas assumer. En fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit maintenant, faut assumer le truc. Mais à aucun moment ça m'est venu à l'esprit de me dire je recule. En fait, là avec le recul, je réalise ça, que je pouvais reculer, mais que je l'ai pas fait. Parce que j'avais envie de comprendre. En vrai, j'avais la chance d'avoir des députés de la majorité en place du gouvernement qui étaient contre ce que je disais, et je ne comprenais pas pourquoi. Et par contre, ce à quoi on s'attend pas forcément, même si on regarde la télé, c'est le fait que le cadre est fait pour qu'il y ait de la confrontation. Oui. C'est pas juste quelqu'un avec qui on discute, avec qui on n'est pas d'accord, et qui boit un café après avec vous. C'est là, ils sont là pour vous éteindre. Donc c'est pas facile, et j'y suis allée, et j'ai trouvé que les arguments en face n'étaient pas satisfaisants. Ouais. Puisque même en sortant des plateaux, des députés venaient me voir en me disant mais j'étais même pas au courant que le fuel, que le kérosène n'était pas taxé. Donc il y a un vrai travail de recherche avant de prendre cette parole qui finalement va être une parole qui va mobiliser, c'est aussi une parole qui va informer d'une certaine manière. Ouais. Là, on voit déjà poindre, en tout cas, j'allais dire, de mon côté, je vois poindre là les éléments de ce leadership qui vous habite. C'est cette qualification où vous appelez un peu la force tranquille des Gilets jaunes au moment où ce mouvement explose. Comment ça s'est matérialisé sur le terrain, cette force tranquille? J'ai vu ça émerger. Mais oui. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu émerger ça dans les médias, parce qu'en fait, je l'ai compris qu'après, parce que pendant que j'allais en plateau, beaucoup de gens m'écrivaient. Ça, c'était aussi un soutien virtuel, oui. Mais palpable par les informations qui m'étaient transmises. En fait, des gens m'inondaient d'informations sur mes sujets. Donc en fait, j'allais pas en plateau toute seule. Moi, j'allais en plateau avec les gens, en fait, qu'on voyait pas.
parce qu'il m'armait d'informations que je vérifiais évidemment et pour être crédible aussi sur place, mais c'était hyper enrichissant. Et en fait, les gens me disaient au passage, c'est bien parce que tu t'énerves pas en plateau. Et en fait, je l'entendais en manifestation ensuite, pareil. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est peut-être de là qu'est venue cette expression, cette qualification de force tranquille. Les gens considéraient que j'apportais des arguments et que j'étais pas forcément mielleuse, mais que je gardais aussi mon calme lorsque les gens étaient assez oppressants en face ou assez agressifs. Très, très intéressant. Je pense que ça donne quand même des clés à nos téléspectateurs qui se disent, alors comment elle a construit ça? Donc on a quand même pas mal d'éléments là-dessus. Il y a une question qui forcément s'impose. Vous rentrez dans cette partie de militantisme, il y a cet engagement fort que vous allez exprimer, vous allez quand même aller secouer des fondements, mettre en lumière peut-être des sujets qui n'étaient pas destinés à être partagés dans un environnement qui est très masculin. Comment vous arrivez finalement à vous y installer, à vous y imposer d'une certaine manière et de continuer à véhiculer vos idées sur la durée? Il y a déjà une chose qui m'avait marqué, qui est pas tout à fait décorrélée du sujet du leadership féminin-masculin, c'est qu'en plateau télé, une fois que je sortais de plateau, des hommes venaient me voir, des éditorialistes, des politologues, pour me demander quelles études j'avais faites. En fait, ça, c'était très étonnant. Ça, je m'attendais pas non plus à ça, qu'on me demande quel bagage j'avais, pour qui je travaillais, qui m'envoyait. Et en fait, ce truc de se dire, elle est pas capable par elle-même de faire les choses. Donc ça m'avait déjà pas mal marqué. Et puis ensuite, oui, sur le terrain, faut vraiment s'accrocher parce que vraiment les hommes sont là et ils veulent leur place. Voilà. Et en fait, j'ai pas de mal à m'affirmer face à des personnes qui sont, quel que soit le genre, le sexe de la personne, mais c'était très intense parfois. Oui. Et s'imposer, c'est pas évident. Et puis avec les commentaires sexistes, tout ce qui va avec, en fait, le pack, le pack du sexisme, on l'a tous les jours sur les réseaux, en vrai. Sur le terrain, où les gens, j'ai déjà eu des confrontations non physiques, mais directes avec des hommes qui venaient me voir pour me confronter violemment et où je tenais tête, en fait, et où ça se passait pas mal après. Et même on revenait me voir pour me serrer la main en me disant, en fait, ouais, tu blagues pas, quoi. Mais c'est pas agréable, en fait. Bien sûr. C'est pas agréable parce qu'on sait jamais à quelle sauce on va être mangé, donc. Et alors, là, vous êtes, entre guillemets, sous pression. Comment vous faites? C'est quoi vos clés, là, pour finalement un peu déstresser ou être moins sous pression? Parce que c'est quand même violent. Ça peut être un mot, ça peut être une attitude, ça peut être une remarque, quelque chose que vous lisez. Comment vous avez fait pour finalement conserver cette sérénité et ce calme qui vous caractérise? Je sais pas vraiment. Je pense que ça fait partie de moi. J'ai aussi, je pense que je tiens à avoir aussi un entourage familial qui permet aussi de me tranquilliser, qui me transmet des ondes positives. Je pense que ça aide. Même si parfois eux veulent venir me défendre sur les réseaux, je leur dis non, surtout pas. On se calme et du coup on se stabilise comme ça, je pense aussi. On se sécurise comme ça et ça m'aide beaucoup. Et puis d'être dans la discussion aussi. Dans la discussion. Beaucoup échanger avec les gens en fait pour qu'ils comprennent quand ils arrivent et qu'ils déboulent en manif, vous savez pas ce qui va vous arriver, ils vous agressent pour un truc que vous avez dit sur les réseaux sociaux sans avoir les tenants et les aboutissants. En fait, la discussion, ça peut prendre 10-15 minutes sur tout le trajet et ensuite après ça se passe bien. Mais, donc il y a aussi une forme de pédagogie parce que il y a cette méconnaissance alors du sujet dans sa globalité, chacun regarde le sujet sous l'axe qui est le sien. Vous avez développé aussi ça, ce qui finalement a créé une forme de proximité avec ceux qui étaient à vos côtés. Ça, oui. J'avoue que j'ai passé énormément de temps à parler. À parler avec les gens. Et en plus, de différents profils. Autant sur tous les trajets de manifestation, mais vraiment de bout en bout, que à la fin, pour aller boire un café avec un historien qui me dit, en fait, j'aimerais bien savoir quel est le fond de votre pensée, avec des universitaires de différentes spécialités. Et ça, je crois que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses aussi sur ce que les gens vivaient et sur comment ils percevaient les institutions. Parce que je crois aussi que l'agressivité c'est pas la majorité, mais que en tout cas la colère, elle était aussi due à ce que les gens se font comme idée de ce que représentent les institutions. Et le fait de voir arriver une personne qui semble être en accord avec ce qu'ils défendent eux, suscite de la méfiance parce qu'on me demandait souvent est-ce que j'étais envoyé par quelqu'un, est-ce que je travaillais pour les syndicats, le porte-parole, le représentant, bien sûr. Et tout de suite parce que ça déclenchait une défiance envers des corps en fait intermédiaires et ça je l'ai beaucoup entendu et après c'est inquiétant. Moi je trouve que c'est inquiétant en fait que les gens ne puissent plus se fier
ne pensent ne plus pouvoir se fier aux corps intermédiaires. Tout à fait. On va aller regarder autre chose dans votre parcours. Vous avez, là, on a parlé de ce mouvement parce qu'il est important. C'est aussi ce qui permet de vous identifier. Quand on donne votre nom, il peut être associé aussi à ce mouvement qui a été lancé. Moi, il y a une année qui a retenu mon attention, qui était 2018. Et je me suis dit, 2018, vous êtes élue avec Angela Merkel, femme de l'année, dans un sondage pour Paris Match. Angela Merkel, qui est partie il n'y a pas très longtemps de ses fonctions et qui a été une femme dont le leadership a été vraiment affirmé et tout, vous retrouvez au même rang qu'elle. Qu'est-ce que ça a généré pour vous? Et aussi, comme vous étiez déjà propulsée et aussi médiatique, qu'est-ce que ça a changé peut-être dans les rapports des personnes de votre entourage, votre famille, vos amis? Peut-être vos anciens collègues qui disaient elle travaillait avec moi, je la vois à la télé. Carrément. Ce sondage, je me souviens, quand on m'a appelé pour me l'annoncer, j'ai été vachement étonnée. D'abord, ce que j'ai répondu à la première journaliste qui m'a contactée, c'est je me sentais gênée parce que je sais combien il y a de femmes qui agissent partout, qui sont invisibilisées ou qui ne souhaitent pas être visibles. Et tous les combats qui sont menés avec force par beaucoup de femmes, quoi. Et donc, en fait, j'avais ce syndrome, peut-être ce qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur, qui dit mais en fait pourquoi moi? Ça a été la première réaction. Et puis l'étonnement d'être à égalité avec Angela Merkel, parce que comme vous dites, elle est voilà, c'est Angela Merkel, quoi. Et après de me dire mais ok, s'il y a eu cette perception là à ce moment donné au moment du sondage, c'est peut-être que ben ouais, en fait il y a une attente, peut-être il y a une vraie attente, il y a une vraie peut-être confiance, il y a une légitimité peut-être aussi qui est là. Et vous êtes aussi membre de la première promotion de l'Académie des futurs leaders. Alors, qu'est-ce que c'est que cette académie et qu'est-ce que vous y avez appris en substance? Alors, cette académie, elle arrive à un moment donné où je me pose les questions de mon engagement. J'ai, avant ça, pendant l'année 2020, participé à un programme qui s'appelle Investi, qui a été créé par des femmes pour des femmes, qui nous a formé à la pratique politique. Et j'ai participé à ça parce que j'avais besoin de prendre du recul, surtout ce qui s'est passé dans le mouvement des Gilets jaunes. Et de m'outiller, de me former sur des choses que je n'avais absolument pas apprises avant. Je ne sais pas ce que c'est de faire campagne pour un parti politique et j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionne pour dénoncer ce qui fonctionne pas. Et après, la dimension un peu différente à l'Académie des futurs leaders, c'est que là, les piliers de l'Académie, c'est de dire on veut faire c'est l'éthique, l'intégrité et l'empathie. Et c'est nous apprendre à faire de la politique autrement, différemment. Donc je me dis ok, je m'outille pour savoir comment ça fonctionne. Et maintenant que je sais comment ça fonctionne, maintenant je veux savoir comment je fais pour apporter ces valeurs-là dans la manière de faire la politique, puisque c'est pas le cas aujourd'hui. Fort de tous ces outils, fort de ce nouveau réseau aussi, fort de ces apprentissages-là, est-ce que on peut s'imaginer que peut-être vous songeriez dans un avenir proche ou plutôt lointain à vous aussi vous engager dans cette démarche-là, comme politicienne, pourquoi pas comme présidente? En tout cas, je pense de plus en plus à m'engager, ouais. Je pense à créer un mouvement. Je dis mouvement parce que les partis, là, tels qu'ils existent, et pour moi, ils ont pas de... Ça ne parle plus aux gens. Et je parle de mouvement parce que j'ai envie de conserver cette transversalité des luttes, qui sont celles, moi, en tout cas, qui me parlent, et d'avoir aussi cette volonté à ce que chacun se reconnaisse, parce que c'était un peu ça aussi le mouvement des Gilets jaunes. C'est né sur les plateformes numériques, ce qui a aidé à ne pas s'occuper des étiquettes politiques des uns et des autres, et de se dire, en fait, on constate que voilà, il y a des gens qui dorment dans la rue. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pas normal? C'est ça en fait que je veux véhiculer dans mon engagement, et le fait de vouloir créer un mouvement, c'est surtout sur ce type de valeurs-là. Merci pour ce passage, parce que c'est vraiment le cœur de votre engagement, de ce militantisme et puis des activités que vous menez au quotidien. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous savez, quand on a fait la préparation de l'entretien, de l'émission, je vous ai demandé de me ramener un objet qui vous tient à cœur, un objet qui parle de vous. Alors, est-ce que vous avez cet objet? Oui. C'est un bracelet. Oui. C'est de l'obsidienne des neiges. Qui m'a été offert il y a pas longtemps et qui me ramène à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le sujet de la force tranquille. Et en fait, c'est à base de pierres volcaniques, entre autres, avec une partie sombre et une partie plus claire. La partie sombre pour repousser les énergies négatives, la partie plus claire pour capter les énergies positives. Et c'est en fait une pierre d'équilibre entre harmonie. Enfin, c'est une pierre d'équilibre en fait, équilibre et harmonie. Et j'ai l'impression que ça reflète pas mal. Complètement. C'est une très belle illustration. Donc, si on lui prêtait la voix pendant 1 minute, qu'est-ce qu'elle pourrait nous raconter? Qu'est-ce qu'il pourrait nous raconter, ce bracelet? Ce que ce bracelet raconterait, c'est qu'il y a énormément d'énergie négative captée, beaucoup de colère, mais que c'est
La manière de le renvoyer, c'est de construire les choses et de changer les choses. C'est pas d'être dans l'agressivité. Et je pense que ça capte beaucoup de choses. Ça capte beaucoup de choses. Faudrait pas que les pierres se cassent. Voilà, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de... C'est très bouillant à l'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est ça, le message principal, c'est, voilà, reste positive, recentre-toi, ancre-toi, et c'est ça qu'il dirait. Alors, merci pour ce partage. En tout cas, c'est un bel objet. Je vois qu'il vous accompagne au quotidien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent et qui se posent la question de savoir si j'ai envie de l'accompagner, si j'ai envie de la soutenir, ou si j'ai envie d'avoir un parcours comme le sien, parce que finalement, elle a eu une idée, elle a été au bout, à partir de vraiment ce qui était sa construction identitaire et puis des sujets qui la touchaient. Quels seraient les 3 conseils que vous auriez envie justement de leur donner? Ce que je leur dirais, c'est de s'entourer de personnes qui comprennent, qui comprennent vos valeurs, qui pourront vous soutenir au quotidien et vous aider à vous recentrer sur vous-même. Et je dirais que c'est important de se former sur ce qu'on pense ne pas savoir faire pour pouvoir faire bien. Il y a des bouquins, il y a des podcasts, tout un tas d'outils qui sont adaptés à chacun. Et puis, je dirais de se faire confiance, d'écouter sa voix intérieure et d'écouter son intuition. Voilà, tout simplement. Si on pense qu'on est dans la bonne direction, ne pas hésiter à foncer, parce que d'autres voudront pas. L'utopie des uns, c'est le cauchemar des autres. Donc voilà, si on pense qu'on va dans la bonne direction, ne pas hésiter. Merci beaucoup Priscilla, à la fois pour votre présence et puis pour l'ensemble des conseils et puis la capacité à nous avoir ouvert un peu la face qui n'est pas dévoilée de manière officielle. Merci. Merci pour votre présence. Je remercie les équipes techniques du Pendo et Noun pour son accueil chaleureux. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain en compagnie d'une femme leader et d'un homme allié pour découvrir justement cette autre vision du leadership. À très bientôt.